Ouais, excusez-moi, salut les amis. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais un peu malade. Et puis, comme vous entendez, j'ai la voix un peu qui me trahit. Alors, je voudrais parler de deux choses qui concernent les Comores, mon pays d'origine, pour ceux qui me regardent et qui ne sont pas comoriens. D'abord, ces fameuses assises. Moi, dès le départ, depuis que j'ai entendu l'idée des assises, j'ai toujours dit que c'était de la merde, que c'était encore une fois de la branlette radatique, parce que ça se passe toujours de la même façon. En plus c'est extraordinaire parce que c'est toujours la même façon. Les gens ils s'habillent pareillement, ils viennent, ils s'asseyent, ils écoutent. On dirait Majlis. Voilà, c'est toujours pareil. Alors on nous a parlé d'experts qui travaillaient pour nous pondre je ne sais quoi. Bon, au début on nous a dit qu'on allait faire le bilan. Moi j'avais dit, mais est-ce qu'on a besoin de faire des assises pour connaître le bilan des 42 ans d'indépendance des Comores? Est-ce qu'on a besoin d'assises? Alors, soit c'est au départ, c'était pas Azali, c'était pas le président qui a eu cette idée, mais d'autres personnes. Apparemment, il y avait des vieux de la vieille qui peut-être pensaient revenir dans le jeu ou parler un peu d'eux avec cette histoire. Mais même sans l'intervention du gouvernement ou du président ou des gouvernants, moi j'étais contre. Je trouvais que c'était de la branlette. Comme dirait l'autre, c'était une branlette à l'eau de Javel, encore une fois, quoi. Voilà. Moi pourquoi faire un bilan? Mais le bilan, on le connaît. Il suffit juste de sortir dehors à Moroni pour connaître le bilan de notre indépendance. C'est des routes pourries. C'est un urbanisme sauvage. C'est aucune réflexion à long terme. C'est la pagaille. C'est des ministères qui datent de la colonisation. Et les ministères neufs, c'est des constructions qui résultent de la mendicité. Voilà, les Chinois qui viennent construire le palais du peuple, les Chinois qui construisent le stade, voilà, aucune initiative, un chômage. On n'a pas besoin de bilan, de faire des assises pour connaître ce bilan. Un chômage exponentiel pour les jeunes. Tout le monde qui fut. Un séparatisme. Un régionalisme. Alors, je suis content parce que j'ai vu qu'on a parlé du villagisme. Je ne dis pas que c'est... j'ai envie de dire, j'y suis quand même un peu pour quelque chose parce que j'ai écrit un peu là-dessus, voilà. Donc, je suis content, au moins on a parlé un peu de cette notion de villagisme, un régionalisme, un séparatisme, une nation qui tangue. On n'a pas besoin d'assises pour connaître le bilan des 42 ans d'indépendance. Voilà. J'appelle ça une fuite en avant politique parce que, regardez, là je ne parle même pas de l'intervention d'Azali, je parle juste de l'idée, de ceux qui ont eu cette idée qui n'était pas politique. Je sais pas, il y avait Ismaël, je sais qui là, le Mitsamiouli de la SEC. Celui qui, moi c'est un peu taquin, mais j'ai l'impression qu'il se prend pour le plus grand révolutionnaire de tous les temps et qu'il est le seul à se soucier un peu de Mayotte. Mais bon, c'est un peu taquin, mais il était dedans. Voilà. Donc le gouvernement n'était pas encore là-dedans. Mais moi, l'idée, je trouvais que c'était excusez-moi du terme, de la branlette. Voilà, de la branlette. On n'a pas besoin d'assises pour connaître le bilan de notre indépendance. Le bilan, on le connaît. On le connaît tous. On n'a pas besoin de ça. Le Comorien lambda le connaît sans pour autant aller dans des assises. Ok?
C'est un peu dans notre culture de grand mariage, des grandes fêtes pour aller s'asseoir, encore une fois, être reçu, voilà le notable, allez, viens t'asseoir ici, l'autre notable vient ici, le DG, je sais pas quoi, allez, on l'installe ici, l'autre on l'installe ici, pour parler de, je ne sais, on sait même pas ce qui est sorti de cette histoire. On n'a pas besoin d'assises. Ce dont on a besoin, c'est d'un homme politique qui veut travailler, qui s'entoure de gens qui connaissent ce qui se passe dans le monde. Tu vois, moi quand je parle de villageois, quand je dis c'est pas un villageois qui va nous ramener l'émergence, c'est pas je n'entends pas, je mets des guillemets, c'est pas villageois dans le sens villageois. Moi je suis un villageois, si on parle de ça, je suis un villageois, je viens des villages. C'est pas ça ce que j'entends par villageois. C'est que quand tu n'es pas au jus de ce qui se passe dans le monde, quand tu n'es pas au courant, tu n'es pas entouré de gens qui comprennent comment le monde fonctionne aujourd'hui, d'accord, du point de vue technologique, de comment tu vas te présenter à d'autres pour négocier tel projet ou tel truc, comment tu vas faire pour attirer des investisseurs. Il ne suffit pas de faire économie. Voilà, c'est pas parce qu'on a un doctorat d'économie qu'on vous a confié, je sais que tu vas attirer des investisseurs. C'est pas ça. Il faut connaître comment le monde fonctionne. Tu vois, c'est pas ça. Donc, si tu es un villageois, ok, tu n'es pas entouré par des gens qui sont à l'odeur de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, tu vas jamais faire émerger un pays. Voilà. Et moi, j'exagère un peu, mais ne serait-ce que comment il s'habille le type, avec des costards qui descendent jusqu'aux chevilles. Je sais pas, et c'est ça qui va nous ramener l'émergence. Il faut arrêter un peu. Voilà. Bon, on va me dire qu'est-ce que ça a à voir avec les habits. Bon, moi quand je regarde un type comme ça, moi quand j'ai vu Obama, comment il s'habillait, ou comment il se positionnait, comment il était debout, comment il arrivait à un endroit, comment il donne la main, comment il parle, tu sais que ce type-là, tu peux lui faire confiance. Ok? Mais voilà, le type il arrive, tu te dis, bon, c'est ça qui va nous ramener l'émergence. Je suis désolé. Voilà, donc le bilan, on le connaît. Ce qu'il faut, c'est un homme politique qui a des projets, qui a une vision, qui a une volonté farouche d'attirer des investisseurs, de créer de l'emploi, d'arrêter avec l'oisiveté et la fête éternelle qui règne dans ce pays-là, c'est-à-dire les gens qui passent leur temps à fêter, grand mariage sur grand mariage. Bon, je répète la même chose, mais c'est ça. Comment veux-tu que ces gens-là pondent des entreprises, embauchent des gens s'ils passent leur temps à faire la fête matin, midi, soir? Donc, il nous faut quelqu'un. Là, je fais référence à l'Iswali qui est venu, qui a dit, arrêtez avec ça, on va travailler. Ok? C'est ça. Il n'y a pas de secret, il faut bosser. Il faut bosser. On ne bosse pas là-bas, on fête. Ok? Au Comores, on ne bosse pas, on fête. Voilà. C'est pas l'épicerie par-ci, par-là qui va sortir, qui va éradiquer le chômage au Comores. Il faut bosser, il faut un leader qui viendra, qui va dire, ok, maintenant, la fête est finie, il faut bosser. Et il faut bosser comment? Ok, il faut arrêter l'éternelle fête. Ok? Mais même les assises, on dirait une fête. Voilà, les gens, ils vont faire un bilan de 42 ans catastrophique. On dirait ils fêtaient, ils faisaient la fête. Hein, les assises, les youyou. Hein, voilà. Et là, je parle aussi de toutes ces réunions. On ne voyait jamais de femmes. On me disait, oui, il y avait les femmes. Oui, les femmes, ils étaient derrière. Ça youyoutait, quoi. Hein, les femmes, ils viennent applaudir leur gendre, leur mari qui parle. Hein, comme si elles avaient pas de cerveau. Donc, on les voit pas. Sur l'estrade, il n'y a jamais de femmes. Il y a peut-être une ou deux qui parlent jamais. Ok? Et après, j'ai posté un truc en disant, ouais, mais regarde, il y a pas de femmes aux Comores. On met des photos de femmes derrière ou sur des rangées. Mais oui, mais je connais, je sais. À chaque réunion aux Comores, il y a toujours des femmes. Mais les femmes, ils font quoi? Elles font quoi, les femmes, dans ces réunions-là? Elles applaudissent. Elles font des youyou. Elles mettent des colliers de fleurs. C'est bon. Voilà. Donc, il faut... Moi, je vois le Rwanda... Par exemple, même si j'aime pas l'éternel Kagame qui reste au pouvoir pendant je sais pas combien d'années, mais je suis obligé de reconnaître une chose. Quand je regarde
son ministre des Affaires étrangères, sa ministre, parce que c'est une femme, on dit maintenant une ministre, oui, c'est la guerre du féminisme, il faut féminiser tout maintenant. Maintenant, on va nous dire, de plus dire le portable, mais dire la portable, pour qu'il y ait parité, voilà. Hein, bon, là, je suis en train de faire des digressions. Donc, j'ai regardé le Rwanda, la femme, la ministre des Affaires étrangères, elle arrive, c'est une femme, elle parle, ça sent l'intelligence, ça sent la classe, ça sent ça sent la classe, l'élégance. Kagame, quand il s'habille, c'est l'élégance. Et il ne faut pas s'étonner que ce pays émerge, justement, même s'il pique un peu de richesse aux Congolais. Mais au moins, il pique intelligemment. Voyez-vous? Donc, tout est dans l'élégance. Une façon de parler, de se comporter, d'aborder l'autre, d'aller négocier, de faire revenir des investisseurs. Ok? Tu ne peux pas être villageois et ramener l'émergence. Non. Mais si vous voulez faire émerger un pays, regardez ce qui se passe dans le monde. Tu vois? Regardez ce qui se passe dans le monde. Mais quand je vois les assises, on dirait un nouveau grand mariage gouvernemental avec... Il faut arrêter, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc moi j'étais contre cette mascarade. Encore pire maintenant parce que apparemment ça a été instrumentalisé. Tout ce qui en est sorti, je sais pas, c'est le mandat, le type veut s'éterniser au pouvoir, apparemment. Et les seules ressources qu'il va disposer pour nourrir les Comoriens, c'est la mendicité auprès des pays arabes. Et pour avoir cette manne-là, il est obligé de mettre sous pression les chiites. Voilà le deuxième sujet dont je voulais parler. Parce que en fait, je ne comprends pas. Quelqu'un qui... Alors, les gens qui disent qu'ils sont contre les chiites. Alors, déjà, moi, je déteste les gens qui viennent sur ce sujet-là, qui font des débats théologiques. Qui vont me dire, mais t'es chiite. Ou, oui, mais les chiites... mais non, moi, je ne parle pas de théologie. Ok? Je ne parle pas du dogme. Je m'en fous de ça. Moi, je parle de liberté de culte. Mais il y a quelques ignares. Moi, je dis peut-être ce réseau-là, il faudrait maintenant remettre... tu sais, avant, en France, il y avait un truc qui s'appelait le suffrage censitaire. Il fallait payer pour pouvoir voter. Bon, j'exagère un peu, mais je pense que si Zuckerberg pouvait mettre l'expression censitaire, c'est-à-dire, il faut qu'on... Mais censitaire, pas en termes d'argent, mais qu'on vienne un peu... comment dire, mesurer ton cerveau pour savoir des critères de mesure. Tu sais, maintenant, au football, là, il y a des... quand vous regardez Canal+, on regarde les indices de performance du joueur. Donc, peut-être il faudrait voir des questions, poser des questions pour savoir les indices pour connaître le niveau intellectuel du type et pour pouvoir lui donner la permission de s'exprimer sur certains sujets. Parce que des fois, tu entends tellement de conneries, tu as envie de dire, mais qu'est-ce que je fous là-dedans, quoi, en fait? Tu vois? Donc, moi, je ne parle pas de théologie. Quand je parle des chiites, je parle de liberté de culte. C'est deux choses différentes. Okay? Je ne suis pas là pour dire tu es dans la vérité, je suis dans le mensonge. Ou je suis dans la vérité, tu es dans le mensonge. Ça, c'est... Heureusement que toi, qui es sunnite ou musulman, tu es convaincu d'être dans la vérité, parce que sinon, à quoi bon d'être croyant? Mais c'est pas parce que tu es convaincu que ta religion ou ta croyance est la vérité que l'autre ne croit pas que sa croyance soit la vérité. Mais si chacun veut imposer sa vérité à l'autre, c'est comme ça qu'on déclenche les guerres. Donc ta vérité, la conviction de détenir la vérité en termes de foi, doit seulement servir à toi, doit te servir juste pour être en paix dans ta religion ou dans ta foi. Mais pas pour aller débattre et dire aux autres, vous êtes dans... Sauf si on a décidé de faire un débat théologique en commun accord
pour étaler certaines connaissances religieuses, mais ça c'est dans un cadre. D'accord? Donc moi quand je parle des chiites aux Comores, je parle de liberté de culte. À partir du moment où l'autre pratique sa religion, il ne t'embête pas dans la tienne, tu n'as pas à l'emmerder. Ou bien quand tu dis, ouais, ils viennent ici, ils convertissent des gens. Mais je dis, moi une fois, j'ai répondu à un type, je lui ai dit, mais tu sais qu'aux Comores, l'islam n'est pas né aux Comores. Hein? L'islam, au début, il y avait des Comoriens qui n'étaient pas musulmans, les gens qui vivaient là. Les Béja, avant, les Béja, qui étaient là avant qu'il y ait l'islam qui arrive. Ok? Comment dire? Les Makoua ou les je sais pas quoi qui étaient là. Hein? Ou les gens qui sont venus d'Afrique pour s'installer sur ces îles-là. Ils n'étaient pas musulmans, ils se sont convertis. Et heureusement qu'ils se sont convertis, puisque maintenant tu es fier d'être musulman, tu es devenu musulman. Ben alors, pourquoi tu ne veux pas que d'autres se convertissent au christianisme ou au bouddhisme, s'ils veulent? Maintenant on parle d'islam, tu es sunnite, tu as hérité du sunnisme. L'autre il veut aller vers le chiisme. Tu as peur de ta foi? S'il y a des chiites, tu as peur que toi-même tu deviennes chiite? Mais tu es convaincu que tu es dans le vrai, puisque tu es dans le sunnisme, tu considères que le sunnisme c'est le vrai. Mais reste-y. Pourquoi tu embêtes les autres? C'est pas possible. Alors on me dit, oui, mais là je rentre dans un débat musulman, hein, entre musulmans, parce que jusqu'à preuve du contraire, les chiites sont musulmans. On me dit, mais les chiites insultent les compagnons du prophète. Bon, déjà, il faut que vous sachiez que les compagnons du prophète ne s'arrêtent pas à Abu Bakr, à Omar, à Ali et à Othman. Il y avait d'autres compagnons du prophète. On est d'accord là-dessus. Donc, cette façon de dire que les chiites insultent, ce que il y a certains qui vont un peu dans l'excès, dans l'insulte. Et ils insultent pas, ils lamentent. La'anatullah ya'ala, ils disent ça. Ils lamentent, ils n'insultent pas. Hein? Ceux qui vont dans cet excès-là, qui insultent certains ou qui critiquent certains, ce n'est pas tous les compagnons qui critiquent. Donc il faut maintenant préciser. Les chiites critiquent Abu Bakr, Omar, Othman. Mais dites-moi, où est-ce que c'est marqué dans le corpus islamique que Abu Bakr, Othman, Omar étaient des prophètes? Est-ce qu'Abu Bakr c'est un prophète? Est-ce qu'Omar c'est un prophète? Est-ce qu'Othman c'est un prophète? Est-ce qu'Ali c'est un prophète? Ce ne sont pas des prophètes. C'était des compagnons. Vous n'étiez pas là, je n'étais pas là. Chacun a ses sources. Les chiites, par exemple, ils prennent, par exemple, vous pouvez avoir une autre interprétation de cette histoire, mais par exemple, l'histoire du jeudi noir, quand ils disent que Omar était là et que le prophète, avant de mourir, a demandé à ce qu'on lui donne un papier pour écrire, pour laisser un héritage, pour laisser un testament, pour dire, voilà comment vous allez vous comporter, voilà le chemin qu'il faudra prendre. Ça, ne serait-ce que ce hadith-là, tout le monde, sunnite, chiite, partage ça. Que, effectivement, ça s'est passé. Ok? Maintenant, les chiites disent que Omar a dit non, ne lui donnez rien parce qu'il est fatigué. Soi-disant, il est fatigué, c'est ce qu'il a dit. Il est fatigué, il est en train de délirer, il est fatigué, ne l'embêtez pas. Les chiites, leur interprétation par rapport à ça, ils disent non. C'est parce que Omar voulait la succession, et c'est ce qui s'est passé, alors qu'il savait que le prophète allait donner la succession à Ali. Alors, on va me dire, mais c'est des histoires anciennes, pourquoi vous remuez ça? Parce que il y a un autre hadith qui dit que le prophète, et ça c'est partagé par sunnite et chiite, avant de mourir, il a dit, je vous laisse le Coran et ma famille. Et il y a d'autres qui disent, le Coran et ma sunna. Vous regardez dans les livres sunnites, partout c'est dit, ma famille. Il y en a un juste, quelque part, où c'est dit, ma sunna. D'accord? Les chiites disent, non, s'il a dit sa famille, c'est que c'est important. Et que peut-être la pratique ne serait pas pareille, où il y avait des choses qu'ils auraient pu nous apprendre si on leur avait laissé gouverner. D'où l'importance aujourd'hui des chiites qui disent, il y a eu un problème. Mais tu peux ne pas partager ça.
Mais ça s'appelle une critique de l'histoire de l'islam. Pourquoi les musulmans s'interdisent ce retour critique de leur histoire? Et dès que tu critiques des compagnons, tu dis, là, sur ce côté-là, ça s'est mal passé. On n'est pas d'accord avec ça. On te dit non, on va te zigouiller la tête comme si ces compagnons-là, Omar, Othman et Abou Bakr, c'était des prophètes qu'on ne pouvait pas critiquer. Mais non. Non. L'islam, c'est la seule religion où on n'a pas le droit de revenir sur son histoire. On nous a mis des choses à l'école, il faut boire ça, à l'école coranique, et tu n'as aucune possibilité de revenir. Et c'est ce que font les chiites. Les chiites reviennent sur l'histoire d'après la mort du prophète et critiquent certains comportements de compagnons. Alors, soit on me dit que Omar, c'était l'équivalent du prophète et qu'il n'y a aucune possibilité qu'Omar ait fait des erreurs. Il n'y a aucune possibilité qu'Omar soit attiré par le pouvoir, alors que c'est un humain. On ne nous a jamais dit qu'on lui a enlevé la... tu sais, en comorien, ils n'auraient pas pu faire des erreurs, être attirés par la patte du pouvoir ou le fait de succéder au... D'autant plus que le prophète est mort, ils ont attendu longtemps pour aller l'enterrer. Et Ali n'était pas là, il était avec le cadavre du prophète. Eux, ils étaient là, ils sont venus dire, viens, tu prêtes allégeance à Abou Bakr. Voilà. Donc, on n'a pas le droit de revenir sur cette histoire. Bon, ok. Tu ne veux pas revenir là-dessus. Tu es sunnite, tu ne veux pas revenir là-dessus. Tu trouves que c'est pas intéressant. Mais permets-moi, parce que chiite que je suis musulman. Et Abou Bakr, en tant qu'élément, en tant que personnage de l'histoire de ma religion, me concerne aussi. Ok? J'ai le droit de porter une vision critique sur lui. Pourquoi ça te dérange? Pourquoi tu sors le sabre, tu veux me couper la tête? C'est tout ce que je dis. Donc, pour faire un résumé, je voulais parler de 2 points. Les assises. Donc, j'étais contre dès le début. Je pense que tout le monde a vu que c'était une mascarade, que ça ne servait à rien. Je ne sais pas ce qui en est sorti et qu'on n'a pas besoin de faire le bilan. Tout le monde connaît le bilan. Ça s'appelle une course en avant. Tu sais, hein, c'est comme tu as un problème à la maison, au lieu de résoudre le problème et te mettre à travailler, souffrir et travailler pour t'en sortir, tu vas dire, il faut qu'on fasse le bilan pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais ce qui s'est passé. Tu sais, il y a un problème là. Il faut l'affronter. Alors on me dit, oui, mais il faut savoir d'où l'on vient avant de savoir où on va. Mais on sait d'où l'on vient. C'est 42 ans de bordel, de pagaille, de corruption. C'est pareil, on connaît tout ça. On n'a pas besoin de faire un bilan. Ce qu'il faut faire, c'est bosser. Tu vois? Il faut bosser. Non, je ne parle pas de 1000 sujets. Faïna, Faïsal. Je t'ai dit, je parle de 2 choses. Je te parle je te parle de quoi? Je te parle des assises. Et seconde chose, je te parle de la persécution des chiites aux Comores. Donc toi, si tu as du mal avec les digressions, moi au contraire, quand j'entends quelqu'un qui parle comme ça, qui fait des digressions, qui te parle d'autres sujets, j'apprends des choses. Donc soit tu restes là, tu écoutes et tu apprends certaines choses, tu me demandes ou tu m'apprends certaines choses, ou je sais pas quoi. J'ai jamais compris. Oui, c'est un peu long, mais attends si tu veux pas écouter. Tu veux qu'on aborde des sujets, mais en 2 minutes. Mais oui, mais c'est la fainéantise de notre époque contemporaine. Personne ne veut lire un bouquin de 500 pages. Ou de 300. C'est long. La vidéo dure 2 minutes. C'est long. Mais vas-y. Va manger un McDo, bois un coca, pète, va dormir, va te reproduire et meurs. Sinon, tu te fais violence, tu écoutes des vidéos de 2 heures qui vont t'apprendre des choses. Tu prends un bouquin de 500 pages, ça va t'apprendre quelque chose, ça va te nourrir ton cerveau. Ou sinon, tu vas dormir, tu consommes, tu fais comme tout le monde. Voilà. Bon, c'est un peu ça. Donc, voilà, les 2 choses, c'est ça. Ça n'a servi à rien, ces assises. Et puis, pour ce qui est de la persécution des chiites aux Comores, je disais que je ne comprenais pas les gens qui sont inquiets de voir des chiites. Si vous êtes certain de votre foi, ok, votre foi en tant que sunnite, pourquoi vous avez peur? À moins que vous ne soyez pas sûr de votre foi, que vous ayez peur d'être ébranlé et de devenir chiite.
vos enfants. Oui, mais ils vont convertir nos enfants. Mais non. Moi, on m'a éduqué aux Comores. Je suis venu en France. J'ai jamais bu une goutte d'alcool. Même si je ne condamne pas ceux qui boivent. C'est leur vie. Je ne suis pas devenu un mafieux. Et pourtant, je suis sorti à 20 ans de chez moi. Je suis arrivé ici. J'ai eu l'éducation de mes parents. Ça m'a maintenu jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas allé en prison. Je me débrouille. J'ai eu mes diplômes. Je travaille. Je m'en sors. Donc, si vous n'avez pas confiance en l'éducation que vous donnez à vos enfants en tant que sunnite, c'est qu'il y a un problème. N'accusez pas les autres. Je suis ici, je suis musulman, je pratique ma religion, et pourtant il y a des chrétiens. C'est un pays à majorité chrétienne, je ne suis pas devenu chrétien. Donc pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Donc, soyons d'accord. À la limite, je peux comprendre des politiques qui veulent aller mendier et qui politisent cette question, mais les personnes lambda qui ont cette haine des chiites, mes gars, va travailler, va t'occuper de tes enfants, va t'occuper de ta femme, de ta famille. Les chiites, ils te font quoi? Les chiites. Mais j'ai entendu tellement de conneries. Il faut arrêter un peu, quoi. Voilà. Donc, c'était ça. C'était ce que je voulais aborder dans cette vidéo. Je vais m'arrêter là parce que il y en a qui deviennent stressés dès que ça dépasse 10 minutes ou 5 minutes. Voilà. Donc, la vidéo ouverte, vous pouvez faire des commentaires. Voilà, et puis, c'est tout. Je vous dis bon week-end et à la prochaine vidéo. Et puis, une chose. Vous vous rappelez quand j'ai commencé à faire les vidéos? Là, je vais le mettre sur mon blog YouTube, hein, parce que moi, je préfère les mettre sur YouTube. J'avais des critiques. Ah, lui, tous les jours, il fait des vidéos. Vous voyez? Vous avez remarqué que tout le monde fait des vidéos aujourd'hui? Tout le monde. Tout le monde. Je parle de la petite communauté comorienne sur Facebook. Hein. Chacun fait des vidéos. Vous allez regarder ma première vidéo. Elle date de je sais pas combien de... ben, tu peux re-regarder la vidéo, hein, parce que là, elle sera sur la page. Toi qui me dis, c'est qui me dit, demain, j'ai pas pu suivre. Elle est là. Tu cliques sur play, tu re-regardes. C'est pas grave. Et puis, on échange dans les commentaires. Donc, tout le monde fait des vidéos maintenant. Tant mieux. Mais c'est un petit clin d'œil à ceux qui me disent, ah, tout le monde fait des... Lui, tous les jours, il nous fait une vidéo. Ben oui, regarde, tu t'y es mis. Ok? Voilà. C'est tout. Tu t'y es mis. Tout le monde fait des vidéos aujourd'hui. Et quand j'en faisais, tout le monde me disait, oh là, oui. C'est marrant de voir ça. Hein. L'être humain est bizarre. Hein. Il est très, très bizarre. Et c'est tant mieux, hein. Mais il y en a qui font des vidéos car c'est du caca qui sort de leur bouche. Hein. Voilà. Bon, je vous embrasse. Bon week-end et à la prochaine vidéo. Salut.